On va commencer, étant donné le fait que Raphaël Languillon-Haussel doit partir à 17h. Alors, pour notre quatrième session, je vais donner de ma personne en modérant cette table. Ah oui, c'est bien qu'on est assis finalement. On va attendre quelques instants. On a décidé d'un questionnement un petit peu provocateur, mais c'est l'esprit du point. Ça s'appelle « Faut-il enterrer la Smart City ?» Alors avec moi, vous le voyez, il y a Céline Juteau, qui est conseillère environnement Europe numérique au sein de l'association Ville de France, qui est une association qui regroupe des élus de villes et intercommunalités qui vont de 10 000 à 100 000 habitants. À ma droite, Raphaël Languillon-Haussel, qui est enseignant-chercheur de l'Université de Genève, spécialiste de l'évolution des relations entre régime capitalistique et dynamique d'urbanisation. Il s'intéresse entre autres aux Smart Cities, ça tombe bien, et aux logiques de déploiement du numérique en ville. Normalien, agrégé, docteur de géographie et aménagement. Vous êtes aussi diplômé de langue et civilisation japonaise de Sciences Po Lyon et d'histoire de Lyon 2. Vous n'en jetez plus, là. Vous êtes le troisième français le plus diplômé, il me semble. Je plaisante évidemment. Alors, on a décidé d'être provocateur, on continue avec cet intitulé. Est-ce qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain? Qu'est-ce que vous pensez de notre sujet? Faut-il enterrer la Smart City, Céline? Alors donc pour introduire déjà, il faut remettre en place le fait que la Smart City, c'est un concept extérieur aux décideurs de la ville. C'est quelque chose qui a été généralisé dans les années 2005 par des grands opérateurs type IBM, Cisco. Donc c'est un concept, la plupart des élus ne se l'approprient pas en tant que tel. Déjà, c'est des termes en anglais, donc il n'y a pas plus clair pour dire que c'est extérieur à la ville. Ensuite, le terme de ville intelligente, certains élus disent on n'avait pas besoin de capteurs pour être des villes intelligentes, on vous remercie. Donc, en tant que tel, le concept n'est pas forcément toujours approprié par les élus. Pour autant, les initiatives existent dans les territoires, et dans les territoires pas seulement métropolitains, mais comme vous l'évoquiez, en fait, notre association représente les villes entre 10 000 et 100 000 habitants, et ces villes-là multiplient les initiatives. Il y a une étude de M2O City qui montrait qu'il y a une collectivité sur deux qui a réfléchi à une stratégie Smart City ou qui a mis en place des initiatives. Donc c'est une réalité dans le territoire. Et la question, c'est un petit peu comment faire le lien entre ce concept que l'ensemble des élus n'apprécient pas forcément et la réalité qui est que malgré tout, certaines solutions Smart sont mises en œuvre dans les territoires. Et donc pour ça, en fait, les élus vont choisir tout simplement de donner leur propre vision de ce concept-là par rapport à leurs besoins dans leur territoire. Raphaël Languillon-Haussel, même question. C'est un concept qui est vieillot, qui a vécu, qu'on doit enterrer? Alors, c'est un concept qui est inscrit dans une temporalité. Ça veut dire que Smart City, c'est venu des États-Unis, effectivement. Et à l'origine, ce n'était pas Smart City, c'était Smarter City, le projet d'IBM. Ça veut dire qu'il était plus intelligent que ce qui se faisait avant, parce qu'il existait déjà des Smart Cities. Sauf que ce n'était pas des Smart Cities dans lesquelles se déployait le numérique, c'était des villes durables qui ne disaient pas leur nom. Ça veut dire que c'était des villes durables qui utilisaient des éco-innovations pour répondre aux enjeux du tournant environnemental et du tournant écologique des villes, et impulsées par essentiellement des entreprises privées, dont par exemple la Walt Disney Company, qui avait aménagé Orlando sur le concept de smart growth, c'est-à-dire une croissance plus dense, plus compacte, plus verte, un peu à l'européenne, mais vue d'un point de vue américain. Et lorsque IBM est arrivé avec son concept de Smarter City, il se positionnait par rapport à cette dynamique-là, mais en mettant une couche numérique qui faisait que la Smart City, qui était la ville un peu durable à l'américaine, devenait plus intelligente, même si le terme intelligent n'est pas bien traduit, je dirais plutôt plus maligne que ce qui existait avant. Et ça, c'est le tournant 2008. En gros, c'est la crise urbaine qui frappe à l'échelle internationale avec la financiarisation de l'urbain qui a pris un petit coup dans l'aile et qui s'inscrit dans cette temporalité-là. Sur le temps court, la crise économique. Sur le temps plus long, les dynamiques des modèles urbains. Ce qui est intéressant avec ce que vous dites, c'est qu'en fait, on sent que c'est un peu cyclique, parce qu'aujourd'hui, on revient à une ville écologique en disant le numérique est très consommateur d'énergie. Donc comment est-ce que ces smart cities, on peut les intégrer face aux impératifs écologiques également? Donc ça fait un peu une boucle par rapport aux écoquartiers où on revient à ces enjeux-là. C'est très cyclique, effectivement. Et puis, il faut associer ça avec des dynamiques de génération, en particulier des générations de décideurs. Ça veut dire qu'on est là dans quelque chose qui est très ancré à l'humain et à l'humain qui produit du savoir. Et on a effectivement des effets de cycle, des effets de génération, des concepts, des notions. La notion ville durable, elle a duré environ une grosse quinzaine d'années. C'est une génération au sens quasi INSEE du terme. La Smart City, la ville intelligente, elle va certainement durer à peu près la même période. Et après, on aura quelque chose d'un peu différent qui correspondra en fait à l'ère du temps et aux générations qui décident de mettre en place les modèles. Alors c'est pour la Smart City, on est au milieu du gué. C'est quoi sa nouvelle définition, ses nouveaux périmètres
Est-ce qu'il y a le fantasme du tout technologique, ce qu'on appelle le solutionnisme, ou au contraire, est-ce qu'on va revenir vers de l'humain et tisser du lien? Et finalement, cette peur aussi d'être dans une ville qui vous espionne avec tous ces capteurs. Ça fait 3 questions en une, bonne chance. Je vous laisserai peut-être la dernière. Mais sur la première, en tout cas, la manière dont les élus se sont réappropriés le concept, c'est toujours en remettant de l'humain. J'avais noté une situation intéressante de Stuart Russell, qui est un chercheur en intelligence artificielle, qui disait la Smart City est une ville morte. Vous vous doutez bien qu'aucun élu ne veut gouverner une ville morte. Donc l'une des premières choses qu'ils font dans ce concept qui est construit par des opérateurs, c'est de dire quelle est la place du citoyen, comment le numérique va permettre de mieux les intéresser à la chose publique, de mieux les intégrer dans la prise de décision, par exemple. Et donc je vais donner l'exemple du maire d'Arras qui parle de Smart City humaine. Donc voilà, chaque élu va en fait se réapproprier le concept selon son territoire. Le maire de Béthune, lui, parle de ville astucieuse. Donc c'est pas forcément des capteurs hyper coûteux, des choses très compliquées, mais c'est des petits outils numériques qui peuvent apporter des réponses à des problèmes très précis et des astuces, quoi. On comprend bien avec le terme. Alors, c'est vrai que ces nouveaux termes dont vous parlez montrent qu'on est bien, comme vous l'avez dit, au milieu du gué. Ça veut dire qu'on n'est pas encore à la fin de cet écosystème Smart City parce que ce sont des termes qui soit le prolongent et donc du coup qui font vivre la notion, qui font vivre le concept, soit le critiquent et donc du coup se forgent à partir d'eux. Mais quand on se forge à partir d'eux, on perpétue l'écosystème que l'on dénonce et donc du coup au sein duquel on continue à s'inscrire. Donc on est bien au milieu du gué, effectivement. Cette notion, elle a vécu et elle a vécu suffisamment longtemps pour qu'on la déconstruise, qu'on la critique, qu'on propose des alternatives à partir d'eux. Là où je voulais en venir, concernant la dernière question que vous m'avez gentiment laissée, effectivement, c'est que nous, en tant qu'Européens, on subit la Smart City de 2 grandes puissances qui ont formalisé le concept, la puissance nord-américaine, en particulier la Silicon Valley, et la puissance chinoise avec tout ce qui se passe sur la reconnaissance faciale, le système du crédit social, toutes ces technologies qui sont un mixte entre les objets connectés, le web social, le web des objets, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire l'évolution du web et de l'Internet. Et nous, Européens, on a longtemps subi ces 2 grands modèles qui sont un peu des épouvantails. Et il est temps à présent, effectivement, de déterminer ensemble comment est-ce que l'on prend un angle d'attaque, une interprétation un peu différente. Et en ce sens, le RGPD répond en grande partie à ces interrogations. C'est-à-dire que c'est un garde-fou contre cette surveillance généralisée, c'est un garde-fou contre l'utilisation de la technologie à tout crin. Quand on a lancé le RGPD, il y a eu beaucoup de structures qui ont dit oui, ça va empêcher l'innovation, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Là, vous êtes en train de dire que ça passera par la régulation. L'innovation, elle a besoin d'un cadre. Et le premier des cadres de l'innovation, ce sont les politiques industrielles qui sont adossées à des comportements éthiques, mais également à de la planification économique. C'est-à-dire où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez aller, pour quelle société, pour quel type de communauté et surtout pour quel type d'individus au sein de ces communautés-là. Le RGPD, il n'entrave pas l'innovation, il lui donne un cap, il lui donne un cadre légal. Ce qui est intéressant de voir avec le RGPD, quand on regarde son articulation à l'espace urbain, c'est qu'il redéfinit en quelque sorte l'espace public et les droits afférents lorsqu'il se positionne, par exemple, contre la récolte ou la collecte de données biométriques, dont la reconnaissance faciale fait partie. C'est loin d'être les seuls outils qu'utilisent les élus. Le RGPD, c'est l'un des outils. Mais c'est vrai que nous, on travaille, l'État travaille à un certain nombre d'outils. Les villes se saisissent d'un certain nombre d'outils également. Donc, par exemple, il y a les data centers. De plus en plus de villes mettent des data centers localisés qui permettent d'avoir les données qui sont pas hébergées dans d'autres pays dont on ne connaît pas les réglementations, mais vraiment en France. Il y a ensuite tout un ensemble de clauses. On travaille avec l'État à intégrer dans les marchés publics pour s'assurer vraiment du transfert de données, puisque les données des délégataires de services publics appartiennent aux collectivités et pas aux délégataires de services publics. C'est dans la loi, il faut que ça soit appliqué. Donc, donner des clauses pour que les collectivités puissent se prémunir de ça. Il y a également le cloud. L'État travaille sur un cloud français pour que les données soient hébergées à nouveau en France selon les règles françaises. Donc voilà, il y a un certain nombre d'outils. Il y a le logiciel libre. Enfin voilà, Est-ce qu'il n'y a pas un fantasme de souveraineté numérique alors qu'on est déjà dans quelque chose de mondialisé, et a fortiori pour la Smart City, de se dire on va être encore le dernier village gaulois assiégé et à côté les autres accélèrent? C'est pour ça que nous, on est plutôt dans la démarche de dire que c'est positif de se saisir de l'outil parce que ça permet de ne pas le subir, que ce ne soit pas effectivement des GAFA qui viennent instaurer des services sur le territoire, mais que ce soit bien construit par les élus en choisissant les garde-fous qui leur semblent le plus appropriés pour préserver l'intérêt général qui peut être menacé dans les modèles qu'évoquait. Raphaël, ça vous fait peur, vous, l'influence des GAFAM, ou par exemple l'exemple de Google avec Toronto qui a essayé de mettre en place un quartier, ou vous pensez que ça fait pchit?
Ni l'un ni l'autre. La réponse est peut-être un peu entre les deux. C'est que le problème des GAFAM, comme dans toute négociation, puisque la Smart City, finalement, c'est de l'urbain négocié, c'est une question de pouvoir et de la redistribution du pouvoir dans la fabrique de l'urbain. La question des GAFAM, c'est qui est-ce qu'on met en face ? Et dans une négociation, il faut que les deux parties soient d'une puissance ou d'un poids, d'une légitimité équivalente. Le problème de Toronto et de Silvox, qui est associé, donc la filiale de Alphabet, donc qui détient Google, c'est que la municipalité et les pouvoirs publics de Toronto sont trop peu développés. Le Canada, c'est un pays de province, c'est pas un pays de ville. Ça veut dire que les pouvoirs municipaux sont faibles et les ressources municipales sont faibles. Donc quand on met en face de Google ou en face d'Alphabet un pouvoir municipal faible, le débat se crispe. Et il se passe quelque chose qui est naturel, c'est une réticence citoyenne. Parce que l'institution qui est censée prendre en charge votre intérêt commun et votre intérêt personnel n'est pas à la hauteur. Donc forcément, ça crée des réticences et ça crée du débat. Il n'y a pas finalement une Smart City, il y a des Smart City. On vient d'avoir l'exemple de Toronto. Vous avez cité tout à l'heure Béthune, qui est souvent mise en avant. Vous allez nous expliquer pourquoi. Il y a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des modes. Donc il y a une époque où on jurait que par une ville coréenne, vous allez me rappeler le nom. Songdo. Voilà. On parle aujourd'hui du modèle barcelonais, en faisant des petits sauts de cabri, en disant Barcelone, c'est là où ça se passe. On a l'exemple français de Béthune. Est-ce que, en quoi ces exemples sont parlants et quelle est leur spécificité ? Est-ce que la Smart City s'adapte à un territoire ou c'est un concept qui peut être globalisé facilement ? Le concept de la Smart City, c'est que ça ne s'adapte pas à un territoire. Enfin, c'est que ça s'adapte à un territoire. Ce n'est pas un modèle qui peut être plaqué partout. Nous, on défend vraiment auprès de nos adhérents l'idée de pas reprendre tous les outils de la Smart City, que ça soit toujours pertinent. Voilà, on a des économies qui sont réduites avec la réduction de la dotation globale de fonctionnement. On a perdu 10 milliards en quelques années. Donc on n'a pas les moyens de s'amuser à acheter des gadgets qui seraient mis à Barcelone et qui ne correspondraient pas aux besoins de nos villes. Donc oui, c'est complètement adapté au territoire, pour répondre là-dessus. Et juste pour ce que disait monsieur tout à l'heure, nos villes essayent aussi de travailler à s'associer en fait pour co-innover, pour acheter ensemble des solutions et du coup renforcer leur pouvoir de négociation face à de plus grands groupes. Ça veut dire que vous raisonnez au niveau des villes moyennes. On se dit intuitivement, elles n'ont pas les ressources internes pour pouvoir faire la Smart City telle qu'on l'entend dans ce fantasme global. Et donc elles passent, ce que vous venez de citer, par des regroupements, par des... Effectivement, sur les villes moyennes, on ne peut pas faire comme sur les métropoles qui le font déjà pas beaucoup, mais faire des choses en régie. On est obligé de travailler avec des entreprises qui ont une expertise. Avec certaines, ça se passe très bien, avec la plupart. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une volonté peut-être de s'unir pour obtenir des choses qui correspondent davantage, qui ne soient pas plaquées sur le territoire, mais qui correspondent vraiment aux besoins de chaque territoire spécifique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de Smart City réussis et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne l'ai pas précisé, c'est une démarche qui est initiée à Nevers, qui organise depuis 2 ans un sommet international, c'est volontaire, de la ville, de l'innovation dans les villes médianes. Pourquoi vous faites des guillemets sur international ? Parce qu'en fait, c'est vraiment l'idée, c'est de dire que là, la Smart City, on parle toujours des métropoles, vous parlez de Barcelone, vous parlez de très grandes villes en Asie qui ne correspondent pas vraiment à ce qui se fait en France sur les territoires de notre taille. Et l'idée, c'est de travailler aussi avec les villes moyennes des autres pays, donc ils travaillent beaucoup avec le Québec, justement. Enfin, voilà. Et du coup, c'est à Nevers qu'est née cette démarche de co-innovation, d'essayer de commencer à créer un réseau pour acheter et innover ensemble. Et des réalisations concrètes qu'on pourrait citer par rapport à des Smart Cities de villes moyennes ? Alors nous, on a un vrai enjeu au niveau des cœurs de ville, comme vous le savez. Enfin, comme vous le savez pas. En fait, il y a le programme gouvernemental Action Cœur de Ville qui vise à accompagner 222 villes avec 5 milliards d'euros sur 5 ans et qui leur permet en fait de lutter contre la désertification des centres-villes. On a des commerces qui partent, il y a des logements qui sont de moins en moins habités. Enfin voilà. Et donc le numérique peut apporter certaines solutions, par exemple sur le commerce, avec des plateformes en ligne pour que les gens n'achètent pas forcément sur Amazon ou sur des grandes surfaces commerciales en périphérie, mais qui puissent faire leurs courses en ligne pour les commerces de proximité. Et éventuellement, comme Asso, avec une conciergerie numérique qui leur permet de récupérer leurs achats avant de prendre le train pour aller, ou leur voiture pour rejoindre leur lieu d'habitation plutôt que passer par les grands centres commerciaux. Et si ces villes moyennes n'ont pas les moyens de mettre en place cette Smart City, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elles se livrent un petit peu à des grands groupes privés qui leur apporteraient les solutions techniques et numériques ? Et quelque part aussi de la récupération des datas. Mais vous nous avez dit tout à l'heure que c'était étanche.
Alors, ce n'est pas un risque, c'est un besoin. On a besoin des experts, des expertises des grands groupes. On n'a pas la capacité sur la plupart de nos villes pour le mettre en place en régie. On a vraiment besoin de travailler avec les groupes. La question, c'est plutôt comment l'État, nous, en tant qu'association Ville-de-France, comment l'État, comment ensemble, elles peuvent travailler pour effectivement être une masse suffisante pour se protéger d'éventuelles mauvaises actions, je vais dire, enfin, c'est pas le terme, voilà, des grands groupes. Est-ce qu'il n'y a pas d'antinomie, je vous demande ça, Raphaël, finalement, entre comment est-ce qu'on peut articuler la Smart City, les exigences de transition écologique et la transition numérique? C'est-à-dire que la Smart City peut être une Green City. Alors, c'est une vaste question, puisque souvent, le tournant numérique n'est pas un tournant écologique. On connaît tous les traces environnementales que laisse le numérique à travers toute la planète. Ce sont des terres rares, donc ce sont essentiellement des conflits, ce sont des zones minières assez peu respectueuses de l'environnement. Ce sont également des data centers qui sont extrêmement énergivores. Si on rapporte au mètre carré, un smart building consomme 6 ou 7 fois plus qu'un hôpital, qui est quand même bardé de capteurs, etc. Donc ce sont des choses qui ne sont pas en soi forcément compatible avec la transition écologique. Et donc, être une ville dans laquelle le numérique se déploie ne signifie pas qu'on est une ville écologique ou environnementale. Et même si on l'est à un facteur 1, on ne l'est pas forcément au niveau de la dérivée. Ça veut dire que si l'ensemble de vos équipements numériques écologiques sont faits en Chine, par exemple, c'est-à-dire qu'ils viennent en gros en avion, on fait que déporter le problème. Vous faites que déporter le problème. Donc il faut prendre le problème de façon effectivement systémique, ce qui ne veut pas dire que le numérique ne peut pas aider à traiter la transition écologique. L'un des exemples les plus flagrants, c'est quand même les supercalculateurs qui permettent d'intégrer des modèles de calcul d'évolution du climat de plus en plus précis. Donc les deux ne sont pas exclusifs, mais les deux ne sont pas identiques. Ils contribuent eux-mêmes au réchauffement climatique. Alors ça, c'est sûr qu'un supercalculateur, ça chauffe. Hein. En termes de solutions un peu plus basiques qui peuvent être donc dans la Smart City et qui peuvent faire le lien entre la transition numérique et la transition écologique, les capteurs qui permettent de lutter contre le gaspillage des fluides, enfin des différents flux dans la ville. On a l'éclairage intelligent qui permet aussi d'éviter de gaspiller l'électricité lorsqu'il n'y a pas de besoin. On a l'exemple de la ville de Niort qui a mis ça en place dans le respect de la biodiversité alentour des éclairages. Sur les data centers, malheureusement, c'est extrêmement consommateur d'énergie. Sur les data centers locaux, il y a l'idée un peu de cogénération, d'utiliser l'énergie qui ressort des data centers pour chauffer les bâtiments. Enfin, il y a quand même quelques petites solutions pour essayer de faire que les deux transitions se rencontrent, même si je suis d'accord qu'elle est très énergivore, c'est indiscutable. Alors après, c'est vrai que même quand elles se rencontrent, en fait, il faut qu'on se pose la question de quel destin commun est-ce que l'on veut, et en particulier quel type d'usage est-ce que l'on veut. Les capteurs, diffuser les capteurs dans l'espace urbain, y compris quand c'est des capteurs intelligents pour la lumière qui s'allument lorsque l'on passe et qui s'éteint lorsqu'on ne passe plus, elles enferment les usages et les espaces dans un certain type, dans un certain modèle. Ça veut dire que quand vous avez des lumières qui s'allument quand vous arrivez et qui s'éteignent quand vous repartez, c'est que vous considérez que l'espace public est un espace de passage. Ça veut dire que vous excluez mécaniquement tous les usages qui ne sont pas prévus par ce déploiement du numérique dans l'espace urbain, en particulier, par exemple, les SDF, qui, a priori, s'installent dans certains passages, ne bougent pas, mais en ne bougeant pas, ne bénéficient plus de lumière. Si c'est un détecteur de présence, donc s'il détecte une présence... C'est un détecteur de mouvement. C'est-à-dire, si on a des détecteurs de présence, ça dépend comment on le construit, du coup. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une politique derrière, que ce n'est pas seulement anodin de mettre des capteurs et qu'il faut qu'il y ait une réflexion à mener. Parce que si on met en place du numérique, donc des algorithmes, donc des choses biaisées, on va ne faire que reproduire finalement les biais dont on est... Je pense qu'il y a deux choses avec les capteurs. C'est que, un, ils sont prévus pour un usage unique. C'est-à-dire qu'un capteur, c'est extrêmement pauvre. Ça veut dire que quand un capteur est prévu pour un usage unique, il vous force à respecter l'usage. C'est très difficile d'avoir une pratique déviante du capteur. Alors, sauf on peut voir, par exemple, à Hong Kong, les manifestants qui, effectivement, aveuglent les capteurs vidéo, mais les pratiques déviantes des capteurs sont quand même assez difficiles. Et puis, à l'autre bout de la théorie, on va dire, c'est que un capteur n'est pas uniquement un capteur, c'est aussi de la culture derrière. C'est des cultures d'innovation. Et puis aussi, ce sont des cultures d'usage. Et par exemple, en France, on a une culture du capteur vidéo très méfiante, puisqu'on a dans notre pratique de l'espace urbain et de l'espace public la culture de l'espace privé et donc du coup de la vie privée. Ce qui n'est pas forcément le cas en Chine, où on a la culture de la face. C'est-à-dire, quand on a une belle et une bonne face, ça veut dire qu'on a un style de vie irréprochable et on a, y compris dans nos appartements privés, rien à cacher.
Ce qui fait qu'on a un positionnement radicalement différent entre l'Européen qui a une certaine méfiance vis-à-vis de la caméra et du capteur vidéo, puisqu'il fonde sa réaction et son usage, son interaction avec le capteur sur le paradigme de la vie privée, alors que le Chinois, lui, aura plus tendance à se référer au concept chinois de la face. Est-ce qu'on a... Pardon, oui, juste en fait, j'aurais dû réagir plus tôt. Sur la partie le capteur, il y a quand même un pilotage intelligent des capteurs qui peut se faire via des centres. Voilà, c'est pas forcément très développé, mais ça existe, notamment à Dijon, à Mulhouse. Enfin, ça se développe à Mulhouse, où justement on peut contrôler depuis un centre de pilotage quel usage on fait des capteurs, on peut les mettre en off, on peut les moduler comme ça, notamment sur la température dans les bâtiments, on peut choisir la température, on peut choisir de la baisser quand c'est vacances scolaires sur une école, de les remonter, enfin voilà, il y a quand même un peu plus de flexibilité à mon sens à ce niveau-là. Par contre, je vous rejoins sur l'espace privé qui doit être préservé, et je crois que c'est dans les esprits de nos élus aussi. Raphaël, vous compariez le modèle européen et le modèle chinois. Est-ce qu'on a une vision française de la Smart City? Et si oui, qu'est-ce qui la caractériserait? Je ne pense pas qu'on ait une vision française de la Smart City. Et c'est très curieux puisqu'on a une culture française de la fabrique de l'urbain. En gros, Versailles, c'est de la ville nouvelle. Et ce n'est pas que de la ville nouvelle, c'est un style de vie nouveau, c'est une industrie nouvelle, c'est de l'innovation de l'époque, etc. Donc on a depuis très longtemps, mais on peut remonter bien avant Versailles aussi, hein, évidemment, hein, de la culture de la fabrique de l'urbain assez développée. Et sur le créneau de la Smart City, on n'a strictement aucun modèle à proposer. Sinon, finalement, la revendication d'un modèle qui serait plus, cette fois-ci, européen, de la ville en tant qu'héritage commun des Grecs et des Romains, c'est-à-dire la ville qui n'est pas uniquement de l'infrastructure, mais aussi de la cité, et donc du coup du politique, du social, et une certaine forme de politique et une certaine forme de social. Donc ça veut dire que la ville comme infrastructure physique et comme régime politique. Céline, vous êtes d'accord, il n'y a pas de spécificité française? Je pense qu'il n'y a pas de spécificité française et qu'il n'y a pas de spécificité tout court. En soi, la ville intelligente, elle est intelligente justement parce qu'elle n'a pas de spécificité. Justement parce qu'elle doit s'adapter aux besoins du territoire. J'avais évoqué, je crois avec vous plus tôt, l'idée des capteurs sur les poubelles. Bon, dans des territoires très touristiques où il y a des mouvements de population qui sont un peu difficiles à estimer, c'est utile. Sur certains territoires, les agents de la collectivité connaissent déjà le taux de remplissage des poubelles, il n'y a pas besoin de mettre de capteurs. Donc ça doit être vraiment s'adapter. On part de la problématique et après on ajoute les gadgets qui peuvent aider à la résoudre, mais on part pas des gadgets. Donc pour moi, il n'y a pas de modèle et tant mieux. Tout à l'heure, je chambrais un peu en parlant des modèles qui évoluent. On parlait de Barcelone. Pourquoi Barcelone est devenue à la mode en termes de Smart City? Est-ce qu'on nous l'a bien vendu? C'est un concept marketing? Ou est-ce que derrière, il y a une vision encore plus avancée qui serait à la croisée des chemins, justement, entre cette culture européenne, avec cet attachement aux données et à l'urbanisme, et la culture plus asiatique? Alors, Barcelone, c'est extrêmement bien vendu. C'est-à-dire qu'ils ont un département de marketing urbain, un département communication, mais depuis les JO de 92, qui fonctionne extrêmement bien. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque les Sud-Coréens faisaient ce qu'ils appelaient à l'époque les U-Cities, c'est-à-dire les Ubiquitous Cities, les villes ubiquitaires, à partir du programme de 2008, les Barcelonais sont allés en masse aller regarder ce qui se passait à Songdo et ont réimporté un certain nombre d'innovations, y compris politiques, sur leur territoire. Et à présent, on a un retournement du phénomène. Maintenant que les U-Cities ou les Smart Cities sud-coréennes sont un peu dans le creux de la vague, c'est les gens de Songdo, les gens de Corée du Sud qui viennent à Barcelone, preuve que la communication marketing a bien fonctionné, pour voir le modèle barcelonais, en fait, pour voir comment est-ce que les Barcelonais font avec leur ville pour ensuite éventuellement faire repartir la machine en Corée du Sud. Mais c'est là où on voit l'intense circulation qui n'est pas irréversible des modèles, des acteurs et les dynamiques d'hybridation. Et où est l'humain dans tout ça, l'habitant de la ville? Et comment il se plug par rapport à la Smart City? Est-ce qu'on lui impose? Est-ce que c'est une optimisation pour lui? Est-ce qu'on lui facilite la vie? Au contraire, est-ce que c'est le passe par-dessus la tête et que ça chante un petit peu la démocratie locale? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est peut-être plus légitime pour vous. Néanmoins, avant que vous preniez la parole, peut-être juste, l'humain, on le veut universel, mais dans les faits, il ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a des différences de classe sociale, il y a des différences de politique, il y a des différences de culture, il y a des différences de trajectoire de vie au niveau générationnel, etc., qui fait que, de toute façon, une réponse unique sur l'humain, pour la Smart City comme pour n'importe quoi, ça n'est strictement pas possible.
Oui, effectivement, l'humain est très variable et c'est pour ça que l'un des premiers défauts de la Smart City, entre guillemets, et l'État met le paquet là-dessus, et beaucoup de nos villes mettent le paquet là-dessus, c'est l'inclusion numérique. C'est tous les habitants qui sont éloignés du numérique, qui ne savent pas se saisir de ces outils, parce qu'il y a des outils dans la Smart City qui visent aussi à renforcer le lien entre l'administration et les habitants. Il y a un élu, le maire de La Rochelle, qui disait que voilà, un sondage Facebook, c'est pas un sondage, c'est pas la même chose qu'un vote dans les urnes. Donc il y a quand même des limites dans la démocratie via le numérique, dans l'usage de ces outils, et d'où l'importance de l'inclusion numérique aussi, de ne pas laisser à part la partie de la population qui ne correspond pas à ce schéma qu'on a du jeune avec le smartphone et qui ne va pas pouvoir forcément se saisir de ces outils-là. Du fait, on a évoqué tout à l'heure le concept d'électronisme, on parle de plus en plus de dématérialisation des services publics qui sont censément, ils sont censés apporter plus de rapidité, une réponse, et plus de praticité. Mais là encore, on laisse tout un pan de gens sur le côté. Donc ça renforce les exclusions. On essaye de rattraper, mais c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est vrai que dans la question, je pense qu'il y a deux éléments de réponse. C'est que la première chose, la dématérialisation ou la désintermédiation, c'est pas véritablement dématérialiser et désintermédier. C'est récupérer l'intermédiation au profit des acteurs du numérique. Donc en fait, c'est un jeu de bascule politique. La dématérialisation ou la désintermédiation, c'est un jeu de bascule politique dans lequel les acteurs qui gagnent, les acteurs qui récupèrent, ce sont les acteurs du numérique. Donc qui acquièrent un pouvoir politique important dans les villes, mais également dans nos territoires. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est que le numérique est quand même une très grande chance aussi quelque part pour les régimes démocratiques. C'est qu'à l'origine, l'Internet, c'est une idéologie libertaire. C'est une idéologie extrêmement ouverte. Elle a été ensuite captée par un certain nombre d'acteurs privés pour dégager de la rente, pour créer de la richesse, etc., dans une tendance un peu monopolistique qui est le travers, on va dire, terminal de toute évolution capitalistique, en quelque sorte, sans vouloir faire d'analyse marxiste. Mais néanmoins, on observe ce genre de choses. Il y a des lois antitrust, mais bon, c'est la reconstitution de monopoles privés. Exactement. Et donc, néanmoins, le numérique, effectivement, est une chance pour la démocratie, puisqu'il permet de faire participer autrement des populations qui éventuellement ne participeraient pas. Est-ce qu'elles se déplacent forcément toutes dans les lieux du débat public? Pas forcément, pour des questions de coûts, d'information, de transport, etc., de temps aussi. Et donc le numérique en cela est une chance qu'il faut savoir correctement utiliser. Céline, vous souhaitez réagir? Alors, sur le dernier point, effectivement, il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'aller chercher des publics qu'on n'arrive pas à capter autrement, à essayer de les intéresser davantage à la chose publique, notamment avec des choses un peu ludiques, typiquement les jumeaux numériques des villes, sur lequel je ne vais pas me rappeler de l'exemple, mais il y a une ville qui avait refait un parc comme ça, en invitant les habitants à choisir quels éléments ils souhaitaient mettre dans le parc et en faisant la synthèse du résultat. Bon voilà, c'est un type d'outil un petit peu ludique qui peut intéresser la population. En ce qui concerne la dématérialisation, donc c'est porté par l'État obligatoirement avant 2022. Les outils sont fournis, en tout cas pour les collectivités, par l'État. Donc c'est des outils que l'État a validés comme étant sécurisés, comme étant pas des données à la main des acteurs du numérique, certes, mais du coup des acteurs du numérique de manière encadrée. Mais dans les faits, l'État a les moyens de se passer de ces acteurs-là? Il doit utiliser des solutions open source? Il les encadre par la régulation. Oui, après, justement, j'avais évoqué, il y a différents outils. Le logiciel libre, l'ouverture des données, c'est aussi un moyen d'empêcher ces acteurs du numérique de travestir le concept original d'Internet, qui est effectivement quelque chose de très ouvert et partagé, de bien commun. Donc l'éléphant dans la pièce qu'on vient de citer sur ces deux dernières questions, c'est ces datas, ces données qui sont collectées en masse. Qu'est-ce qu'on en fait? Qui est-ce qui les raffine? Qui est-ce qui va pouvoir en extraire quelque chose pour le citoyen, ou alors c'est juste pour enrichir les multinationales? Alors, j'étais en Chine... Je grossis le trait, c'est très grossier ce que je viens de dire, vous allez me corriger, Raphaël. Non, c'est pas forcément grossier, c'est quand même... Il y a un fond de vérité dans la question, évidemment. J'étais en Chine en 2013 sur la question, évidemment, de la donnée, et qu'est-ce qu'on en fait. Et à l'époque, les Chinois avaient tous les capteurs qu'il fallait pour capter la donnée, avaient énormément de données dans des data centers, mais n'avaient pas les compétences ni les business models pour les exploiter. Ça veut dire qu'une donnée non exploitée est une donnée morte. Et c'est une donnée 2 fois morte, puisque non seulement elle ne sert à rien, mais en plus elle consomme énormément de ressources avec le stockage. Donc une donnée qu'on n'utilise pas pose la question quand même de la sobriété de la donnée.
C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de récupérer en permanence des gigabits, des gigatonnes, de tout ce que vous voulez, de données sur tout et n'importe quoi, sachant qu'on ne sait pas quoi en faire et que le pari, c'est plus tard, ça va nous rapporter de l'argent ou ça va nous permettre d'optimiser des fonctionnements, ça va nous permettre d'amorcer la transition écologique ou énergétique de façon plus rapide, plus saine, plus propre, plus rationnelle, etc. La question de la sobriété de la donnée, du coup, elle se pose de deux façons. Un, au niveau du stockage, et donc du coût du stockage, et puis deux, au niveau démocratique. Est-ce qu'il est, et ça c'est la CNIL qui y répond, et le RGPD aussi d'ailleurs, et puis tous les grands gouvernements et toutes les grandes démocraties y réfléchissent. J'étais au Canada, à Toronto justement, avec la Fabrique de la Cité et le groupe Vinci en septembre, où ils réfléchissaient aussi sur ces données-là. La sobriété de la donnée, c'est aussi une réponse démocratique à ce tournant numérique. Est-ce qu'on n'a pas un fantasme de croire qu'il y aura une réappropriation citoyenne des données et du numérique, alors qu'on est déjà en train de laisser libre cours via nos smartphones, même si on est conscientisé, on dit c'est pas grave, je continue d'utiliser Gmail, c'est pas grave, c'est des outils qui sont pratiques, qui sont gratuits, et donc on met à disposition notre donnée. Donc est-ce qu'on n'a pas un fantasme de se dire en plus on livre davantage d'informations via la Smart City, mais bon, allez, le service qui est en face est supérieur à la perte de souveraineté numérique par rapport à mes données. Alors, sur la donnée, la récupération de la donnée par le citoyen ou par le consommateur, il y a des villes en France également qui mènent des opérations pilotes. Il y a Lyon avec le Self-Data qui a mis en place, le Grand Lyon, qui a mis en place toute une réflexion actuellement qui est au stade de projet. Alors on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est néanmoins intéressant, même si on ne sait pas qu'est-ce que ça va apporter aux citoyens, à la collectivité locale en termes de pouvoir et de contrôle supplémentaire sur sa vie, sur ses données, etc. Bon, c'est en cours. La deuxième chose, c'est que les gens, y compris nous, y compris moi, ne sont pas forcément cohérents sur tout. On est un peu quantique. Ça veut dire que c'est le chat, il est mort et il n'est pas mort. Et ben, la liberté et le contrôle des données, c'est à la fois on veut et on ne veut pas. Et donc, vous nous déculpabilisez, Raphaël, merci. Oui. Donc à partir du moment où vous avez un smartphone, c'est mort. C'est ça, à la fois on n'a pas forcément d'options pour jouer là-dessus, pour négocier là-dessus. Sur les données, du coup, au niveau des villes, elles sont collectées par des capteurs, etc. Mais ça reste quelque chose d'anonymisé. On est très très loin d'en capter beaucoup et d'en ouvrir beaucoup. Il y a un peu un fantasme là-dessus. Enfin, il y a l'observatoire de l'ouverture des données qui paraîtra la semaine prochaine. On est très loin d'être encore sur des données massives collectées par les villes et par leurs capteurs qui seraient potentiellement utilisables contre le citoyen. Par contre, ça pose la question éthique parce que ça peut arriver à ça, qu'est-ce que la citoyenneté numérique, qu'est-ce que l'identité numérique du citoyen. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit tous s'interroger, sur lequel l'État travaille, sur lequel on doit tous travailler pour se demander quel profil on veut avoir demain, quel choix on veut avoir sur l'usage de nos données, sur le partage de nos données, sur l'utilisation de nos données. Ça me fait penser l'identité numérique, la citoyenneté numérique. Ça pose effectivement la question, cette Smart City et puis ce tournant numérique de nos territoires, de l'identité numérique. Et la Corée du Sud avait développé un programme qui était de savoir comment est-ce que, à travers tous les avatars que l'on a sur Facebook, sur les sites de rencontres, sur les Gmail, les boîtes mail, etc., quel était le dénominateur commun qui permettrait de donner à tous ces avatars qui sont des identités, on va dire, un peu dans le vide, un ancrage unique qui soit l'usager, c'est-à-dire vous, moi, comment donner une identité à tous ces avatars numériques. Et ils avaient commencé à stocker tout ça, et ils se sont fait pirater la base de données. Et évidemment, là, il y a un risque quand vous centralisez la donnée et quand vous centralisez les données identitaires du tournant numérique, c'est que quand on vous pirate, vous perdez strictement tout de confidentiel. Je pourrais donner exactement le même exemple sur l'Estonie. C'est très connu en Europe. Ils ont une carte d'identité unique pour tous les services. On ne peut juste pas se marier, divorcer et faire des prêts. Mais sinon, on peut tout faire avec la carte d'identité numérique qui existe en Estonie. Et ils ont subi une attaque en 2007 par déni de service. Donc voilà, effectivement, la question d'identité numérique, je vous rejoins, pose ce sujet de la protection, de la cybersécurité, tout simplement. Dernier exemple, l'Inde aussi, pareil. Ils avaient mis en place une carte d'identité numérique. A été, je crois, en 15 minutes... la base de données globale a été piratée. Alors, dernière question, c'est quoi le prochain concept de Smart City? Et idéalement, ça devrait tourner vers quoi? On se rend compte qu'il y a un rapport avec la donnée et la réappropriation numérique. Mais... Ça pose la question que le futur sera forcément urbain, ce qui n'est pas forcément sûr à 100%.
Est-ce qu'on n'aura pas... Parce que l'urbain obéit aussi à un cycle lui-même. Alors c'est un cycle plus long que les modèles urbains, évidemment, mais l'urbain, ce n'est pas un destin irréversible. Et donc, moi, la réponse que je donnerai à votre question, c'est est-ce qu'on est sûr qu'on aura un 22e siècle urbain? Vous m'avez rassuré, j'ai eu peur moi, je suis quasi certaine que ce sera le cas, mais c'est vrai qu'en soi, j'ai pas d'argument pour le dire. Je pense que les deux éléments essentiels qui vont revenir dans la ville intelligente, les élus l'ont mis, et de toute façon les citoyens le mettent, la place des citoyens, les inclure, l'inclusion numérique, qu'ils puissent maîtriser leurs données, que ça renforce leur participation à la démocratie parce que c'est une demande. Donc trouver des outils qui fonctionnent, c'est pas évident du tout. Et l'écologie, on revient effectivement de manière cyclique, mais on est en train de réaliser que c'est très énergivore et que donc voilà, faudra repenser le modèle pour arriver à la fois à ce que les villes s'intègrent dans la transition numérique et à ce qu'elles répondent aux impératifs écologiques. Merci beaucoup, merci à tous les deux, on peut les applaudir. On se fait une petite pause d'1 minute avant de recevoir nos derniers invités. À tout de suite.